Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.5 de Physique NYB où est-ce qu'on va parler de moments de force magnétique. Donc, l'objectif de la section ici, c'est de calculer le moment de force sur un cadre parcouru par un courant lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique. Qu'est-ce qu'on entend par un cadre parcouru? Je vous donne un exemple, j'en ai un ici. Ça pourrait être 4 bouts de fil qui sont reliés un après l'autre, et puis il y a du courant qui circule dans ce cadre de fil électrique-là. Évidemment, j'ai pas des fils électriques, donc moi j'ai utilisé un morceau de carton là, juste pour représenter chaque bout de fil qui est relié au bout de fil d'après, et ça forme un cadre rectangulaire comme ça. Okay? Puis vous allez voir tantôt quand on va embarquer là, dans les moments de force, je vous inviterai à vous faire votre propre cadre de fil. Ça va vous aider avec la visualisation 3D parce que il va falloir qu'on apprenne dans quel plan est-ce que le cadre va tourner. Est-ce qu'il va tourner comme ça ou comme ça? Il va falloir manipuler ça. Donc c'est pas obligé d'être fait comme ça avec le trou en deux. Vous pouvez juste prendre une feuille de papier puis vous tracer votre courant sur les extrémités de la feuille de papier. Ça va quand même vous permettre de vous exercer pour savoir dans quel sens votre cadre va tourner. OK? Bon, j'y reviendrai là-dessus. Donc, avant qu'on poursuive, un petit retour sur ce qu'on appelle le moment de force. Vous l'avez vu en physique NYA, mais bon, peut-être que c'est loin. Donc, je vous fais un petit retour rapide sur le moment de force. Bon, tout d'abord, c'est quoi un moment de force? On peut l'expliquer, on peut vulgariser le moment de force comme ça. C'est qu'on dit qu'un moment de force, ça serait l'efficacité qu'a une force à faire tourner un objet. OK? L'efficacité d'une force à faire tourner un objet. Donc, on a un exemple ici avec un objet, appelons-le le patatoïde, hein? C'est un objet quelconque. Cet objet-là, il y a un axe de rotation qui est à l'endroit où est-ce qu'on a une étoile ici. Puis, on applique sur la patate la force qu'on voit ici, dans cette direction-là. Et donc, vous pouvez vous imaginer que si vous faites une force dans cette direction-là sur la patate, ben, cette force-là va avoir tendance à faire tourner la patate en sens anti-horaire. OK? Et donc, le moment de force, c'est l'efficacité de cette force-là à faire tourner cet objet-là autour de l'axe de rotation qui est ici. Et le moment de force se donne par la petite lettre grecque tau. Et ça se donne par la petite équation qu'on voit ici, plus ou moins, je reviendrai sur le signe, là, plus ou moins R. R, c'est quoi? C'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où la force a été appliquée sur l'objet. Grand F, bien évidemment, c'est la grandeur de la force qu'on applique. Et sin de phi, le phi, ben, vous l'avez ici, là, c'est l'angle entre la continuation là, de la distance R et le vecteur force ici. Et le moment de force se donne en newton fois des mètres. Donc, essentiellement, vous voyez que le moment de force dépend de ces trois valeurs-là. La distance R, qui sépare la force de l'axe de rotation, la grandeur de la force et l'angle entre les deux. OK? Bon, revenons sur le signe ici, plus ou moins. Quand est-ce qu'on va prendre un positif? Quand est-ce qu'on va prendre un négatif? Ben, ça va dépendre du sens de rotation de l'objet. Regardez ici le petit symbole, plus avec une flèche qui tourne anti-horaire. Ça veut dire que si la force ferait tourner l'objet en sens anti-horaire, comme on voit ici, ben, on prendrait un moment de force positif. Puis c'est le cas, là. Notre force ici, hein, elle ferait tourner l'objet en sens anti-horaire, donc cette force-là aurait un moment de force positif. L'inverse, ben, vous aurez compris que si une force aurait tendance à faire tourner l'objet en sens horaire, ben là, dans ce cas-là, on prendrait le signe négatif, tout simplement. Donc, allons-y avec notre cadre qui est plongé dans un champ magnétique. Donc, le cadre est constitué de 4 fils électriques et il y a du courant qui circule dans chacun des bouts de fil, donc dans le cadre au complet. Donc vous pouvez le voir sur le petit schéma ici. On a nos 4 bouts de fil avec le courant qui circule dans le cadre de fil en sens horaire. Et c'est un rectangle, donc on dit côté 1 et 3 mesure A, côté 2 et 4 mesure B. Bon, éventuellement, quand on va faire des exercices, on va vous donner des chiffres là, pour A et B.
Le cadre est parcouru par un courant I dans le sens horaire, ça va. Le cadre est placé dans le plan XY. OK, là, c'est bien important parce qu'on travaille en 3 dimensions, donc il faut être capable de visualiser comment est placé le cadre. Regardez sur le schéma ici, vous avez un système d'axes. X, Y. Le plan XY, ce serait comme l'écran que vous êtes en train de regarder en ce moment. OK? Et l'axe Z que vous voyez ici, c'est comme si elle sortirait de l'écran. L'axe Z doit être perpendiculaire à la fois à X, à la fois à Y. Donc, cet axe Z-là sort de l'écran. OK? Mettons que là, vous avez devant vous une feuille de papier sur votre bureau. Je vais vous le mimer ici. Le plan XY, ça serait comme ma feuille de papier ici. C'est le bureau devant vous. Puis l'axe Z, ce serait un axe qui sort de la feuille. Ça sort du bureau, là, ça pointe vers le plafond carrément. OK? Donc ça, c'est la situation. Et on dit le cadre est placé dans le plan XY. Donc, le plan XY, ben, c'est carrément là, mon bureau. Donc, j'ai placé mon cadre dans le plan XY. Ensuite, allons voir le champ magnétique. On nous dit le champ magnétique ici est selon moins Z. Vous l'avez aussi sur le schéma. Une croix dans un cercle, ça veut dire que ça rentre dans le plan du schéma. Donc, dans ce cas-ci, c'est bien en moins Z, parce qu'en Z, on disait ça sortait de l'écran vers vous, tandis que le champ magnétique B, il rentre dans l'écran. OK? Bon. Là, on a vu à la section précédente, la section 4.3, là, on a vu la force magnétique qui agit sur un bout de fil. Hein? C'était donné par ILB sinus de θ. Et pour trouver l'orientation de cette force magnétique-là, on faisait la règle à main droite. Mais je le ferai à la prochaine diapo. Là, pour la diapo ici, on va simplement tenter de calculer cette force magnétique-là, ILB sin de θ. Bon. Déjà, regardez le cadre. Les côtés 1, 2, 3 et 4 sont parcourus par des courants et chacun de ces courants-là est toujours perpendiculaire au champ magnétique. Peu importe le côté du fil que vous prenez. Hein? Le courant, que ce soit celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, est toujours perpendiculaire au champ magnétique ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'angle entre le fil et le champ magnétique, ben, c'est 90. Donc, si c'est 90, sin de 90, ça donne 1. Donc, ma force magnétique, ce qui reste, c'est ILB. Courant I, il est partout pareil, hein, parce que c'est 4 bouts de fil qui seraient en série, donc le courant est partout pareil. Le champ magnétique est partout pareil, il est constant dans l'espace. Donc ce qui change, c'est la longueur L. Pour le côté 1 et le côté 3, ces deux côtés-là ont la même grandeur, c'est-à-dire la grandeur A. Donc force F1 égale à la grandeur de force F3, c'est IAB en Newton. Le N majuscule, ça ne fait pas partie du calcul, c'est l'unité, là. Ensuite, même chose pour le côté 2 et 4. Ils ont la même grandeur, ces deux côtés-là. Donc, on remplace le L par la longueur B. Donc, F2 est égal à F4. C'est I petit b grand B Newton. Donc, ça, c'est la grandeur des forces sur chacun des côtés. Maintenant, il faudra aller voir la direction des forces magnétiques qui agissent sur chaque fil. Bon, là, il faudra les faire chacun séparément parce que chaque fil contient un courant qui n'est pas orienté de la même façon que les autres. Okay? Bon. Commençons par le côté 1. Le côté qui est en bas du cadre. Je vais le faire avec vous. Il faut faire la règle à main droite. Donc, le côté 1, c'est le côté qui est ici. Là. Il est parcouru par un courant qui va comme ça vers la gauche. Dans la règle à main droite, il faut que les doigts aillent dans le sens du courant et qu'on ferme les doigts dans le sens du champ magnétique. Quand on le faisait avec nos vecteurs, nos crayons, on mettait le courant dans le sens du... le crayon rouge dans le sens du courant et le crayon bleu dans le sens du champ magnétique. Le champ magnétique, il rentre dans la feuille et nos deux vecteurs doivent partir du même point. Donc, on fait ça comme ça. Hein, comme ça ici. Là, je veux pas sortir du cadre. Voilà, comme ça. Et donc, quand on fait la règle à main droite, on va mettre nos doigts
dans la direction du courant, comme ceci, et je ferme les doigts vers la feuille parce que c'est par là que pointe le champ magnétique. Donc là, quand je fais ça, on remarque que le pouce pointe vers le bas. Et c'est ça qui me permet d'indiquer la direction de la force F1 qu'on a sur le schéma ici. F1 vers le bas. Donc, vers le bas, dans ce plan-là, ça veut dire négatif en Y. Donc, la grandeur de F1, c'était IAB. Donc là, en vecteur, on va écrire moins IABJ. Parce que négatif en Y. OK? Mettons qu'on s'en va faire tout de suite le côté 3. Côté 3 qui est celui-là en haut. J'ai mon cadre ici. Mon courant s'en va vers la droite. Et mon champ magnétique rentre dans la feuille. Je veux que mes deux vecteurs partent du même endroit, comme ça. Donc là, quand on fait la règle à main droite, les doigts dans la direction du courant et je ferme les doigts dans la direction du champ magnétique, donc vers le bas. Mon pouce pointe vers le haut et c'est ce qui me permet de dire que la force F3 est orientée vers le haut. En Y positif. Y positif, ça veut dire positif en J pour F3, comme vous avez là. Pour ce qui est de F2, maintenant, le côté gauche, ce côté-là, bon, c'est la même logique. Mon courant s'en va comme ça vers le haut et mon champ magnétique rentre dans la feuille, comme ça. Donc, quand je viens faire ma règle à main droite là-dessus, courant, les doigts dans le sens du courant et je ferme dans le sens du champ magnétique, mon pouce m'indique une force vers la gauche. F2 vers la gauche, donc ça veut dire négatif en X, d'où moins IB grand B en I. Bon, même chose pour F4. F4, le courant est vers le bas, mon champ magnétique rentre dans la feuille, donc là, ma règle à main droite va être un peu difficile à faire, là, mais mon courant s'en va par là. Ah, c'est ça qui est difficile, puis je ferme les doigts dans la feuille. Attendez, je vais essayer une autre position. Courant. Non, j'y arrive pas. Je pense que c'est ça la meilleure façon. Courant dans cette direction-là, puis là, je ferme les doigts vers la table. C'est ça qui est difficile parce que là, mon poignet, il m'empêche de faire ça. Là. Comme ça, vous voyez, le pouce pointe vers la droite. Faites-le chez vous, là, vous allez être plus libre de vos mouvements. Moi, je suis coincé par le champ de vision de la caméra. Là. Essayez-le chez vous, vous devriez arriver à avoir un pouce vers la droite. Comme ça ici. Okay? Vers la droite, ça veut dire positif en X. Donc, I, B, B, I, positif en X. Newton. Voilà, j'ai trouvé chacune des forces qui agissent sur le cadre. Bon. Là, on dit 2 points importants. Tout d'abord, force magnétique totale nulle. Ben oui, parce que si on fait F1 plus F3, on voit que ces deux-là vont s'annuler ensemble. Puis ensuite, si on fait le résultat de ça, 0, plus F2 plus F4, ben ces deux-là vont s'annuler ensemble. Donc, au total, force magnétique totale, il n'y en aura pas. C'est 0. Okay? Ensuite, deuxième point, on dit force orientée dans le plan du cadre, donc pas de moment de force. OK, ça, c'est peut-être pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenons-nous qu'un moment de force, c'est l'efficacité qu'a une force à faire tourner un objet. Donc, regardez les forces sur les bouts de fil ici. Imaginons que je fais ces forces-là dans la vraie vie sur mon cadre. Donc, la force F1 et F3, c'est comme si je tirais sur le côté du bas vers le bas, puis que je tire sur le côté du haut vers le haut, avec une force égale. Fait que si je fais ça, en ce moment, je tire. Je tire d'un côté comme de l'autre avec la même force. Est-ce que mon cadre est en train de tourner? Non. Donc, F1 et F3 ne sont pas du tout efficaces pour faire tourner mon cadre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de moment de force. Même chose si j'essaye avec F2 et F4. Je vais tirer sur le côté gauche vers la gauche, puis je vais tirer sur le côté droit vers la droite. Donc, si je fais ça comme ça, je tire en ce moment de chaque côté. Faut pas que je tire trop fort parce que je vais casser mon cadre. Mais si je fais ça, si je tire de chaque côté, ça ne fait pas tourner mon cadre. Donc, les forces ici ne sont pas du tout efficaces pour faire tourner le cadre. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas de moment de force. Là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer l'orientation du champ magnétique.
Donc, on a encore le même cadre, mais on a changé le champ magnétique ici. Il pointe vers les X positifs. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que pour le côté 1 et 3, vous voyez, le courant, c'est le même, là. Le courant 1 et 3 est parallèle au vecteur champ magnétique. Donc ça veut dire que l'angle entre mon fil et le champ magnétique, c'est 0 degré ou 180. Là. C'est-à-dire que pour le côté 3, l'angle, c'est 0 degré parce qu'ils sont parfaitement parallèles. Mais le côté 1 et le champ magnétique, l'angle, c'est 180 parce qu'ils sont antiparallèles. Mais dans les deux cas, sin de 0 ou sin de 180, ça donne un résultat de 0. Donc, les côtés F1 et F3 ne vont pas subir aucune force magnétique. Par contre, F2 et F4, eux, vont subir une force magnétique parce que l'angle entre le courant dans F2, dans le côté 2 et dans le côté 4, c'est perpendiculaire au champ magnétique ici. Okay, donc, ça va donner I petit b grand B en newton avec un angle de 90 degrés. Bon. Et là, l'orientation de la force magnétique sur le côté 2 et 4, on peut le trouver avec la règle à main droite. On a les réponses ici, mais on va se pratiquer. OK? Donc, dans la situation suivante, on va commencer par le côté 2 qui est là. Mon courant est orienté vers le haut, comme ça. Et ici, la particularité, c'est que mon champ magnétique, on l'a vu dans le schéma, est orienté vers la droite. Par là, mon champ magnétique. Donc, si on fait la règle à main droite, les doigts dans la direction du courant, donc du crayon rouge, et je ferme les doigts en direction du crayon bleu. Voyez-vous, le pouce, où est-ce qu'il va mon pouce? Il veut rentrer dans la feuille, donc il veut aller en moins Z. Donc voyez-vous, F2 rentre dans le plan du schéma, donc il veut aller en moins Z. Donc c'est pour ça qu'on a écrit moins IBBK. Négatif en K, ça veut dire en moins Z. Maintenant, on va aller le faire pour le côté 4. Côté 4, on a un courant qui descend comme ça et on n'oublie pas que mon champ magnétique continue, lui, d'aller vers la droite. Donc ça, ce sont mes deux vecteurs. Donc là, ce que je vais faire, doigt dans la direction du crayon rouge. Là, j'ai de la misère, j'ai pas beaucoup de place. Attendez, je vais me reprendre. Les doigts dans la direction du crayon rouge, comme ça, et je ferme les doigts dans la direction du crayon bleu. Donc, comme ça, comme ça. Mon pouce, où est-ce qu'il va? Il pointe vers le plafond. Donc, il veut sortir de la feuille. Donc, c'est pour ça que F4, vous le voyez ici, ça va en Z positif. Donc, positif en K, c'est ce qu'on voit ici pour F4. Bon, ça, ce que ça veut dire ici, c'est que là, encore une fois, la force magnétique totale est nulle, parce que si j'additionne F2 avec F4, ça va donner 0. Sauf que, ici, on a un moment de force sur le cadre. Tantôt, c'était nul. Ici, ce n'est pas nul. Parce que les deux forces qu'on a ici, F2 et F4, vont réussir à faire tourner le cadre. Donc, nécessairement, il y aura un moment de force. OK, c'est là qu'on va utiliser le petit cadre pour voir comment ça va tourner. Donc, je vous rappelle que F2, ce côté-là, là, subit une force en moins Z. Donc, c'est comme si on poussait sur ce côté-là, comme ça. Puis le côté 4, lui, il subit une force qui veut sortir de la feuille, en Z positif. Donc, c'est comme si je voulais lever le côté droit puis pousser sur le côté gauche, comme ça. OK? Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe avec le cadre? Vous le serrez, là. Je lève sur le côté de droit, puis je pousse sur le côté gauche. Qu'est-ce qui se passe? Mon cadre, il tourne. Le côté droit veut monter, le côté gauche, il veut descendre. Donc, ça tourne. Quand ça tourne comme ça, on a un moment de force. OK? Il y a un moment de force parce que les forces sont efficaces pour faire tourner le cadre. Ça, c'est le concept, en mots. Maintenant, il faut aller le calculer, ce moment de force-là, mais on sait que le cadre va pivoter. Bon, le moment de force, vous l'avez donné ici, c'est tau est égal à RF fois sinus de phi. Petit r, c'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée la force. OK?
Donc là, le R, vous le voyez ici, on a dit que c'est A sur 2. Bon, que c'est ça, A sur 2, pourquoi c'est comme ça? Bon, regardez bien. L'axe de rotation, si je refais mon petit move, là, l'axe de rotation, voyez-vous que mon cadre, il veut tourner comme ça. Là. OK? Fait que ça veut dire que mon axe de rotation, c'est comme si elle passait ici, en plein centre de ce côté-là. Parce que, prenons le cadre comme ça, là, je pourrais le faire tourner comme ça donnerait le même résultat que ça. Là. OK? Mon cadre, il veut tourner autour de cet axe-là, qui est ici, dans le centre. Ensuite, le cadre tourne autour de ça. OK? Donc, mon axe de rotation est ici. Tiens, je pense que je vais le dessiner. Là. Mon axe de rotation passe ici, en plein centre de mon cadre. Je rappelle que R, c'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée la force. Donc ça, c'est mon axe de rotation. Puis je sais que ça va tourner comme ça. Là. L'endroit où est appliquée ma force, c'est quoi? Ben, c'est cet endroit-ci et cet endroit-là. Donc la distance qui sépare l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée la force, au fond, c'est cette distance-là ici. C'est cette distance-là pour le côté 2, puis c'est cette distance-là pour le côté 4. Mais c'est quoi cette distance-là et cette distance-là? Ben, c'est la moitié de ce côté-là. Ce côté-là, on a dit au début que ça avait une grandeur A. Donc, la petite distance que je viens de vous dessiner, c'est A sur 2. Voilà d'où ça vient. Donc, pour le côté 2, le moment de force, c'est A sur 2 fois la grandeur de la force F2 qu'on a calculé à la diapo d'avant, fois sinus de l'angle. L'angle ici, c'est l'angle entre la distance et la force. La distance, elle est ici. Hein, c'est une distance qui est en X. Puis la force, ici, ben, elle rentre dans la feuille. Elle est en Z négatif. Donc, quel est l'angle entre cette distance-là et mon Z négatif? Ben, c'est 90. Ça va être la même chose pour mon côté 4. La distance, c'est ça ici. Puis ma force sur le côté 4, là, elle sort. Elle est en Z positive. Donc, l'angle entre Z positive puis ma distance, ben, c'est encore 90. Là. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, les deux angles, c'est de 90. Donc, grandeur de la force F2 et grandeur de la force F4, ça valait la même chose. On l'a vu à la diapo d'avant. Là. C'est I petit b grand B. Donc, ça me donne ça. Et là, ensuite, c'est de dire que le moment de force total qui agit sur le cadre, c'est le moment de force fait par la force 2, plus le moment de force fait par la force F4 qu'on additionne ensemble. Donc, c'est ça qu'on additionne à ça. Étant donné que les deux expressions sont exactement la même, ben, c'est comme si on annulait la demi là, au dénominateur. Et ça donne ça. Ça, c'est mon moment de force total qui agit sur le cadre. Et aussi, on va souvent vous demander dans quel sens va tourner le cadre. Bon, on vous le demande en mots. Pour faire ça, c'est pas toujours évident. Ça nous prend un angle de vue. Il faut dire par rapport à où vous le regardez. Puis par rapport à cette position-là, comment est-ce qu'on le voit tourner. Donc ici, on a un bon exemple. Là. Si nous sommes placés sur l'axe X sous le cadre, donc c'est comme si on se place ici, là, en dessous du côté 1. On est en dessous du cadre. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir le cadre tourner dans le sens anti-horaire. Ben oui, parce que si on reprend l'exemple, ça c'est mon cadre. On a dit qu'il allait tourner comme ça, le cadre. Donc si je me place ici, en dessous de l'axe X, en dessous du côté 1, puis je le regarde d'ici, qu'est-ce que je vais voir? Vous pouvez l'essayer, là. Ben, on va voir le côté ici qui tourne en sens anti-horaire. Voilà. Ça serait la réponse inverse si on disait qu'on le regardait d'en haut. Hein. Si on le regarde d'en haut, on va le voir tourner en sens horaire. Vous l'essayerez, là. C'est difficile, là, ici, avec ma webcam, il y a comme une espèce d'angle de plongée, là, pour la vue, là, mais prenez-vous un bout de papier ou de carton, là, peu importe, là, puis regardez-le tourner. Si vous le regardez d'ici, vous allez le voir tourner en sens anti-horaire, mais si vous le regardez de ici, par en haut, vous allez le voir tourner en sens horaire. OK? Peut-être pas évident comme ça par vidéo, mais essayez-le. Vous allez voir, ça va vous convaincre de l'essayer. OK? Donc ça, c'était la théorie.
Je vais faire un exercice. En fait, cet exercice-là est quand même un exercice relativement avancé. C'est un exercice que normalement on pratiquait en classe. Là, évidemment, on n'est pas en classe, donc c'est peut-être pas facile de le visualiser, cet exercice-là. Donc, ce que j'ai fait, là, je vous ai mis la résolution au long sur la diapo, OK? Mais je tiens à vous avertir, c'est pas un exercice d'entrée de gamme, là, on va dire ça comme ça. Donc, après avoir visionné la théorie, assurez-vous que vous comprenez bien tout ce qu'on a vu là. Peut-être même commencer à aller faire les premiers exercices de la section 4.5 qui sont peut-être un peu plus faciles. Puis quand ça va bien, vous pouvez revenir voir cette vidéo-là et là, vous regardez mon explication concernant l'exercice 4.5.4. Parce que sinon, bon, peut-être que ça va être trop rapide d'absorber là, tout ça d'un coup. OK? Donc, allons-y. Puis, encore une fois, si vous voulez essayer cet exercice-là, je vous invite à vous faire un petit cadre de papier là, maison, là, juste pour vous aider à visualiser ce qui se passe. OK? Donc, on dit, sur le schéma, les côtés PS et QR sont parallèles à l'axe Y et mesurent 50 cm. Les côtés PQ et SR mesurent 20 cm et font un angle de 20 degrés avec le plan XY. Point. Juste ça, là, faut être capable de comprendre ce que ça veut dire. OK? Regardez le schéma. On a le plan XY qui correspond encore une fois là, au plan de la table. Ça, c'est XY. OK? L'axe Z, on peut encore s'imaginer que c'est un axe qui sort de l'écran ou dans ce cas-ci, là, qui sort de la feuille, là, qui pointe vers mon plafond, là, moi, en ce moment. Là. Puis là, regardez maintenant comment le cadre est placé et comment l'angle de 20 degrés est placé. Bien important de visualiser ce qui se passe. Là. Les côtés, les grands côtés, là, donc c'est-à-dire côté PS et QR, sont parallèles à l'axe Y. Ensuite, on dit les côtés PQ et SR, les petits côtés, font un angle de 20 degrés avec le plan XY. Regardez le schéma encore une fois, dans la vraie vie, à quoi ça correspond. Tantôt, notre exercice, tout était dans le plan XY. Mais ici, il y a un angle de 20 degrés entre le plan XY et le cadre. Donc, ça correspond à ça, comme ça. Mon plan XY, c'est la feuille. Et l'angle de 20 degrés, c'est un angle qui serait ici, là. Tiens, je vais le faire avec des crayons, là. Ça, c'est mon axe X, en bleu. Puis mon axe... Mon axe X, c'est en bleu. Et mon crayon rouge, là, ça serait finalement le côté de mon fil électrique, là. Comme ça, là. OK? Donc, mon cadre, il est décollé, mais seulement du côté droit. OK? Le côté gauche, ici, là, il touche à terre. Juste le côté droit qui est surélevé. Donc, mon crayon rouge, là, c'est finalement le courant qui circule dans le petit côté. OK? Maintenant, je vais enlever ça pour qu'on ait la place. Là, si vous regardez mes deux crayons qui sont là, je répète, mon crayon bleu, c'est l'axe X. Mon crayon rouge, c'est le courant qui circule dans le petit côté. L'angle de 20 degrés, c'est l'angle qu'il y a ici, entre les deux. Comme ça. OK? Donc, on répète là. J'ai un angle de 20 degrés ici, en dessous du petit côté, entre la feuille puis mon carton. Mais j'ai aussi donc un angle de 20 degrés, qui là, ici, va être plus difficile à voir, qui est aussi en dessous de l'autre petit côté, là, entre la feuille et mon fil d'en bas, là. OK? Et les deux grands côtés, eux, ils sont parallèles à l'axe Y. Puis il n'y a pas d'angle par rapport à l'axe Y. OK? Bon, donc déjà, juste ça, là, c'est déjà quelque chose de peut-être pas facile, surtout à distance. Si on était dans la classe, j'aurais pu vous le mimer devant la classe. La 3 dimensions se voit beaucoup mieux quand c'est devant vous que quand on le regarde sur une vidéo. Bon, faut faire avec. Alors, on continue la lecture. On dit le courant qui traverse le cadre est de 4 ampères. Le cadre flotte dans un espace sans gravité. Bon, ça veut essentiellement dire qu'on laisse faire toutes les forces, sauf la force magnétique. Où règne un champ magnétique uniforme à
égale à 0,3 Tesla selon l'axe Y positif. Donc ici, notre champ magnétique pointe vers les Y positifs, tout simplement. En A, déterminer la force magnétique qui agit sur chaque segment du cadre. Donc, vous voyez qu'ici, on ne demande pas juste la grandeur de la force, on demande la force. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir la force, elle est en quelle direction? En X, en Y, en Z ou une combinaison de celles-ci. OK? Donc, je vais tout de suite passer à la résolution puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, l'équation pour la force magnétique, on l'a vu, sur chaque bout de fil, c'est ILB, sinus de l'angle entre L et B. Pour les grands côtés, PS et QR, on va revenir voir ici, là, les grands côtés, PS et QR. Ces deux côtés-là sont parallèles à l'axe Y. Et le champ magnétique est lui-même dans l'axe Y. Donc, pour ces deux grands côtés-là, l'angle θ entre le bout de fil et le champ magnétique, c'est 0. Donc, il n'y aura pas de force magnétique sur les deux grands côtés. Pour les deux petits côtés, par contre, là, l'angle entre le champ magnétique et le bout de fil, c'est 90 degrés. Bon. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, je vais essayer de vous le mimer. Mon cadre, c'est ça. Tantôt, je vous avais dit, mon crayon rouge, ça, c'est mon courant qui circule dans le fil. Vous voyez, mon courant fait un angle de 20 degrés par rapport à mon axe X qui est, dans le fond, là, le côté ici en haut de ma feuille là, qui est parallèle à la table. Puis on a dit le champ magnétique, il est en Y. Hop. Donc là, voyez-vous, quel est l'angle entre mon crayon rouge et mon crayon bleu? C'est 90 degrés. Même, on s'en fout que mon crayon rouge soit surélevé par rapport à la feuille. Il pourrait être plat, il pourrait être un peu surélevé, il pourrait être complètement comme ça. L'angle entre mon courant ici, c'est toujours 90 par rapport à mon axe Y qui est là. OK? Donc, l'angle qui est là, ici, là, c'est 90. Si vous ne le voyez pas à cause de la webcam, essayez-le. Là. Prenez deux crayons. Mettez-en un devant vous, comme ça. Surélevez-le un petit peu. Ensuite, mettez le crayon bleu à son origine. Crayon bleu, c'est l'axe Y, alias le champ magnétique. C'est quoi l'angle entre ces deux crayons-là? C'est 90 degrés, même si lui est surélevé par rapport à l'axe X. OK? Donc, ensuite, le reste, ben, on connaît là, la grandeur du courant, la grandeur du côté, c'est le petit côté, donc c'est 0,2, là, ce petit côté-là, fois la grandeur du champ magnétique, donc on remplace, on pitonne, ça donne 0,24 newton. Ça, c'est la grandeur de la force magnétique sur les petits côtés. Ensuite, là, il va falloir décomposer ces vecteurs-là dans leurs composantes X et Z. OK, le petit schéma qu'il y a là, qu'est-ce que c'est? C'est une vue du cadre et du courant vue d'en haut. Donc, c'est comme si on s'était placé au-dessus de l'axe Y, puis on regardait vers le bas. Donc là, qu'est-ce qu'on verrait? Je vais revenir en avant. Regardez, on se place ici, sur l'axe Y, en haut, puis on regarde vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on verrait? Ben, on verrait le côté PQ, avec un courant qui va dans cette direction-là. Puis le champ magnétique, il monte vers les Y positifs. Donc, si je suis en haut, je vois le côté PQ avec un courant dans cette direction-là. Puis j'ai un champ magnétique qui sort de l'écran. Parce que là, on regarde au-dessus de l'axe Y. Si je fais la règle à main droite, faites la règle à main droite avec le courant I sur le champ magnétique qui sort. Essayez-le. Doigt dans la direction du courant. On ferme dans la direction du champ magnétique. Ça donne un pouce dans la direction FPQ qui est là. Un truc, là, si vous avez de la difficulté à l'imaginer, le vecteur force magnétique, est toujours perpendiculaire à la fois au courant et à la fois au champ magnétique. Donc, c'est cette direction-là. Parce que voyez-vous, ce vecteur bleu-là, FPQ, il est perpendiculaire à mon bout de fil. Et il est aussi perpendiculaire à mon champ magnétique qui est en Y. Bon, ça c'est une bonne affaire de fait. Mais là, ensuite, vous voyez que ce vecteur-là, il a une composante en Z, positif, vers le bas,
Mais il a aussi une composante en X négatif. Vous voyez, le X, il est là. Donc, positif en Z, négatif en X. Donc, il faut décomposer ce vecteur-là en X et en Z. Pour ça, je vous dis, ce problème-là, il est avancé. Là. Il n'est pas si facile. Il y a beaucoup d'étapes. Prenez le temps d'y penser. Là. Si vous ne le voyez pas, réécoutez la vidéo là, sur comment déterminer l'orientation de la force magnétique. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez me poser des questions. Là. On est limité, par contre, hein, avec les vidéos à distance comme ça. Des fois, c'est pas toujours facile de voir la profondeur. Enfin, donc allons-y comme ça. La grandeur de FPQ, on l'a calculé ici, c'est 0.24. Et là, on décompose en X et en Z. On a dit négatif en X, donc on met un négatif, et positif en Z, donc positif. Bon, là, pour la décomposition, ben, ça nous prend un angle. L'angle de 20 degrés, qui était par rapport à l'axe X, se retrouve ici, mais on le retrouve aussi ici par rapport à l'axe Z, entre la force et l'axe Z. Donc, on utilise ce 20 degrés-là pour trouver la composante en X. La composante en X, c'est le côté qui est opposé à l'angle de 20 degrés, donc sin de 20, en I, négatif. Et en Z, c'est la composante ici qui pointe vers le bas, mais positif en Z. Là. Donc, c'est la composante qui est adjacente à l'angle de 20 degrés. Donc, on fait 0.24 cos de 20. Bon. On fait le calcul, ça nous donne ça. Ça, c'est la force sur le côté PQ. Seulement le côté PQ. On a fait de la moitié parce qu'après ça, il faut aller voir le côté SR. Côté SR qui est en dessous du cadre, lui-là. Là. OK? Donc là, on va faire la même chose. On se place au-dessus de l'axe Y et on regarde vers le bas. Le côté SR est orienté comme on le voit ici, toujours avec un angle de 20 degrés par rapport à l'axe X. Et là, le courant, par contre, il va du côté du point R vers le côté S. Hein, si on revient ici, là, vous voyez, le courant va du point R au point S. Bon. Et donc là, ben, c'est la même chose. On sait que la grandeur de la force SR, c'est encore 0.24, comme on l'avait calculé ici, 0.24. C'est juste que là, si on fait la règle à main droite, les doigts dans la direction du courant I, on ferme les doigts dans la direction du champ magnétique qui sort de l'écran, ça nous donnerait une force magnétique perpendiculaire au côté de fil. Là. OK? Donc, regardez, là ça, je suis conscient que c'est pas facile. Là. Le courant, je vais essayer de vous le dessiner ici. Là. Le courant I s'en va dans cette direction-là. Ça, c'est le point R. Ça, c'est le point S. OK? Vu de haut, là. Courant va de R à S. Ça, c'est mon bout de fil. Mon champ magnétique, je vais le dessiner ici, là. Champ magnétique, il sort de la feuille. Il sort comme ça. Pointe vers le plafond. Donc, si on fait la règle à main droite, mon courant, c'est le crayon rouge. Crayon rouge pointe par là. Mon champ magnétique pointe comme ça. Perpendiculaire à mon crayon rouge. Donc là, si on fait la règle à main droite, les doigts dans la direction du crayon rouge. Je referme les doigts dans la direction du crayon bleu. Regardez le pouce, par où il va. Le pouce, il va par là, là. Le pouce est perpendiculaire au courant. Donc, il va comme ça. Force magnétique. OK? Avec un angle de 90 degrés par rapport au fil. OK? C'est comme ça qu'on l'obtient. Bon, c'était la même chose avec le côté PQ, là, juste avant. Donc, la grandeur de la force FSR qui est là, on sait qu'il est perpendiculaire au bout de fil RS. Donc, si c'est perpendiculaire, et sachant qu'on a déjà 20 degrés par rapport à l'axe X, ben, l'angle entre la force et l'axe X, ben, c'est ce qui reste là. C'est 90 moins 20, c'est-à-dire 70. Et là, on voit que cette force-là, elle sera positive en X, mais négative en Z. Parce que l'axe Z pointe vers le bas. Donc, si mon vecteur pointe vers le haut, c'est négatif en Z. Donc, vous voyez, négatif en K, positif en I. Bon. En X, la grandeur de la force, c'est la force qui est adjacente à l'angle de 70. Donc, on va faire 0.24 fois cos de 70 en I. En Z négatif, ben, c'est la composante qui serait ici, là, qui est opposée à l'angle de 70. Donc, on ferait
0.24, sin de 70, et on n'oublie pas le petit signe négatif parce qu'on est négatif en Z, donc négatif en K. On fait le calcul, ça nous donne ceci. Et là, pour vérification, regardez, si vous additionnez FPQ avec FSR, voyez-vous, moins 0.082 en I plus 0.082, ça donne 0. Et en K, plus 0.226 plus moins 0.226 en K, ça donne aussi 0. Donc, on retrouve ce qu'on retrouvait tantôt, là. Quand on additionne les forces, au total, ça donne 0. Donc, c'est une petite vérification rapide qu'on peut faire. Sauf que, est-ce que mon cadre va tourner ici? Oui, ça va tourner. D'ailleurs, c'est la question en B. Autour de quel axe le cadre va-t-il tourner? Bon, je vous donne la réponse. Ici, j'ai dessiné un pointillé, là. Ça, le pointillé, ça serait l'axe de rotation du cadre. Pourquoi ça tournerait autour de cet axe-là? Ben, imaginez, regardez la vision qu'on a ici, là. Le côté d'en haut du cadre va subir une force dans cette direction-là. Et le côté du bas du cadre va subir une force dans cette direction-là. Je vais essayer de vous le montrer avec ma version papier ici, mais ça va être assez difficile, là. C'est comme si, par rapport au plan XY, là, mon cadre est comme ça. Mon côté d'en haut, c'est comme si je poussais dessus dans cette direction-là. Là où mon doigt pointe, là. Je pousse sur le côté d'en haut dans cette direction-là, en même temps que je pousse sur le côté d'en bas dans cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je pousse par là, puis je pousse par là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon cadre, il va vouloir tourner comme ça. Hein? Je pousse là, vous voyez, ça monte. Si je pousse là, hop, ça fait la même chose. Comme ça. Même résultat. Ça aurait tendance à faire tourner mon cadre comme ça, là. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'axe de rotation ici, en plein centre. Parce que c'est ce côté-là qui tourne et ce côté-là qui tourne par rapport au centre ici. Ça ferait ça comme ça. OK? Ça, c'est pas toujours facile à visualiser. C'est pour ça, là, j'insiste. Prenez-vous une feuille de papier, n'importe quoi, là. Puis essayez-le. OK? Si vous poussez comme ça ici, puis vous poussez comme ça là, ça va faire tourner l'objet comme ça. OK? Bon, donc, notre axe de rotation est là, en plein centre. Et la question en C, c'était de trouver le moment de force qui agit sur le cadre. Donc, le moment de force, on va le faire un côté à la fois, là. Sur le côté PQ, c'est le côté qui était... c'est le côté d'en haut, là. C'est le côté qui est ici. Quand je regardais, là, ici en haut, hein, c'était ce petit côté-là qu'on voyait, là. Bon. Ce côté-là, le moment de force, c'est égal à RF fois sin de phi. Petit r, je rappelle que c'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée la force. Donc là, on fait 0.5 sur 2. Pourquoi on fait 0.5 sur 2? Mais souvenez-vous de ce qu'on faisait tantôt, là. Mon axe de rotation, on a dit, elle est ici, en plein centre. Mon axe de rotation est là, puis tout ça tourne comme ça, là. Ça tourne autour de cet axe de rotation-là. Donc là, ma force, elle est appliquée ici et ici. Donc la distance entre l'axe de rotation et la force, c'est cette distance-là et cette distance-là pour le côté d'en bas. Donc cette distance-là, c'est la moitié du grand côté. Puis cette distance-là, ben, c'est aussi la moitié du grand côté qui est là. Donc c'est pour ça qu'on fait grand côté qui avait une grandeur de 50 cm, donc 0.5 m divisé par 2. Grandeur de la force, c'est 0.24, on l'avait calculé en A. Sinus de phi, phi c'est quoi? C'est l'angle entre la distance et la force. La distance, elle est en Y, on la voit ici. Ma force, ici, est en Z. Donc, l'angle entre ça et Z, ben, c'est un angle de 90 degrés. Hein, ça, c'est en Y, ma force est en Z. Même chose ici. Cette distance-là, c'est en Y. Ma force ici, elle est en moins Z. Elle pointe là dans la feuille. Donc, c'est quoi l'angle entre ces deux-là? Ben, c'est 90 encore. OK?
Donc, 0.5 sur 2 fois 0.24 fois sin de 90, ça me donne ça. Ça, c'est pour le côté PQ. Bon, là, on peut regarder aussi là, comment il va tourner par rapport à quel point de vue. On dit, si on se place sur le côté PS, donc le grand côté à gauche ici, et qu'on regarde le côté QR, on verra le cadre tourner dans le sens horaire. Ben oui, côté PS, c'est le grand côté qui est ici. Imaginez là, qu'on se place ici, à gauche, puis on regarde le cadre tourner. On va voir ceci. Donc, si vous êtes ici, faites-le devant vous. Prenez-vous une feuille, faites-la tourner comme ça, puis regardez-le d'ici. Qu'est-ce que vous allez voir? Ben, on le voit tourner en sens horaire. Là, ici, de votre point de vue, vous ne pouvez pas voir sens horaire. Hein? Ça n'a pas l'air sens horaire. Ça, prenez une feuille, faites-le, regardez ici. Vous allez voir que ça tourne en sens horaire. OK? Bon, ça, c'est pour le côté PQ, le petit côté d'en haut. Maintenant, le petit côté d'en bas, lui aussi, subit un moment de force qui est aussi donné par RF sin de phi. Petit r, ben, c'est encore, comme j'ai expliqué tantôt, le grand côté divisé par 2 fois la force de 0.24 fois sinus de 90. Encore une fois, ça n'a pas changé. Ça me donne encore une fois 0.06. Et ici aussi, si on se place sur le côté PS et qu'on regarde le côté QR, on verra aussi le cadre tourner dans le sens horaire. C'est exactement la même chose que le moment de force qu'on a calculé précédemment. Ben oui, parce que les deux forces ont tendance à faire tourner le cadre dans le même sens. OK? Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que on a trouvé les deux moments de force séparément. Maintenant, le moment de force total sera simplement l'addition des deux premiers, c'est-à-dire 0.06 plus 0.06, ça me donne 0.12 Nm. Et on termine avec le cadre tournera dans le sens horaire si on se place sur le côté PS et qu'on regarde le côté QR. Et voilà, l'exercice est fait au complet. Ce qui est difficile ici, c'est surtout la visualisation des angles, ensuite décomposition de la force dans toutes les composantes. C'est pas facile. C'est quand même une grosse section, cette section-ci, là, je le comprends bien. Donc, bon, si l'exercice, ça s'est pas bien passé pour vous, oubliez-le pour le moment. Je vous invite à aller faire les premiers exercices de la section 4.5. Assurez-vous de bien les comprendre. Relisez les exemples résolus aussi s'il le faut. Puis ensuite, vous reviendrez faire la section 4.5. OK? Donc, on se laisse là-dessus. Prochaine section sera la section 4.6. Alors, d'ici là, portez-vous bien et bonne étude.